Il y a des événements historiques auxquels je n'ai pas assisté de mon vivant. L'un d'eux est le pacte Molotov-Ribbentrop, qui a divisé l'Europe en deux sphères d'influence, celle du Troisième Reich et celle de l'Union soviétique. Je n'aurais jamais imaginé voir cela se reproduire de mon vivant, mais c'est pourtant le cas. Cette fois, ce ne sont pas l'Allemagne et l'Union soviétique, mais la Russie et les États-Unis. Je me sens trahi. L'accord de paix en 28 points. Je ne peux pas appeler ça ainsi. Ce n'est pas un accord de paix. Il a été divulgué en ligne par les Russes. Tout d'abord pour diminuer la crédibilité des États-Unis. Ils l'ont divulgué exprès. Et cela passe au-dessus de la tête des Ukrainiens et des Européens pour décider de quelque chose, pour décider de l'avenir de l'Ukraine sans aucune implication ukrainienne. Je vais aborder seulement les points essentiels, car tout traité serait trop long. Premièrement, la sécurité et le statut politique de l'Ukraine. Je rappelle que ce sont les points sur lesquels les États-Unis et la Russie se sont secrètement mis d'accord pour mettre fin à la guerre. C'est juste, c'est le pacte Molotov-Ribbentrop 2.0. L'Ukraine est non alignée et inscrira dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN. L'OTAN confirme que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Alliance. La taille des forces armées ukrainiennes est limitée. À quel point ? Bien, jusqu'à 60 000 soldats, soit une baisse d'environ 50% des forces armées. C'est presque garantir que si la Russie, ce n'est pas ainsi. Mais lorsque la Russie décidera d'envahir à l'avenir, l'Ukraine ne pourra pas résister. Ce sont des exigences maximalistes russes qui sont rédigées par les Américains. Et maintenant, les Américains forcent les Ukrainiens à l'accepter, ce qu'ils ne feront jamais et ne devraient jamais faire. Et nous, en tant qu'Européens, nous ne l'accepterons pas non plus. Je dis que ces points rendent cet accord de paix caduc immédiatement, dès qu'il a été divulgué en ligne. Question territoriale. La Crimée, Donetsk et Louhansk sont reconnus de facto comme russes. Khrouchtchev et le sud de la Russie restent gelés sur la ligne de contact. Certains territoires deviennent une zone tampon démilitarisée sous contrôle russe de facto. Les deux parties s'engagent à ne pas modifier les frontières par la force. Donc c'est même un peu drôle et ironique, je veux dire. Cette guerre a été commencée par la Russie en 2014 lorsqu'ils ont financé et militarisé le mouvement séparatiste dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass et à Louhansk. L'invasion à grande échelle a été lancée par la Russie. Ces deux conflits ont été initiés par la Russie en utilisant la force pour changer les frontières du pays. Ils écriront maintenant que nous refusons d'utiliser la force pour changer les frontières du pays. Je veux dire, on voit l'hypocrisie. Troisièmement, les arrangements militaires. L'OTAN ne stationne pas de troupes en Ukraine. Les chasseurs de l'OTAN sont en Pologne. Un groupe de travail États-Unis-Russie a été créé. Comme le révèle le document divulgué, un groupe de travail États-Unis-Russie existe déjà, contournant les Ukrainiens et les Européens. Honnêtement, moi personnellement, je me sens très trahi en ce moment. Je veux dire, je suis en Estonie. Imaginez ce que ressentent les Ukrainiens. Je n'aurais jamais pensé voir ça de mon vivant. La Russie s'engage légalement à ne pas agresser l'Ukraine ni l'Europe. Je veux dire, on ne peut pas signer d'accord avec la Russie parce que ça n'a absolument aucun effet. Rappelons-nous tous quand la Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont signé le dernier accord dans les années 90 où l'Ukraine a abandonné des milliers d'armes nucléaires, c'était jusqu'à 6000 d'entre elles. Qu'ils étaient le troisième plus grand pays nucléaire du monde, ils ont tout abandonné. La Russie et les États-Unis ont tous deux signé un document disant qu'ils protégeraient l'Ukraine en cas d'invasion étrangère. Eh bien, c'est la Russie qui a envahi. Et maintenant, ce sont les États-Unis qui, en prenant le parti de la Russie. Donc oui, pas d'accord avec la Russie, seulement la force militaire. Quatrième point, économie et reconstruction de l'Ukraine. Les États-Unis prendraient 50% des bénéfices de la reconstruction de l'Ukraine. Réfléchir au profit montre que construire ou reconstruire est très rentable. Les États-Unis prendraient 50% des bénéfices. Je veux dire, ça sent Trump à plein nez. Il veut tirer profit de tout et empocher 50% des bénéfices de la reconstruction des maisons des gens. Ils l'ont perdu à cause de l'agression des Russes. On ne va pas repousser les Russes, on va juste profiter de la reconstruction des maisons de ces gens. Franchement, ça me dégoûte. D'autres avoirs russes gelés seront alloués à des projets conjoints entre les États-Unis et la Russie. À quel point peut-on être soumis à Poutine ? Numéro 5, et honnêtement c'est l'un des pires, la Russie dans le système mondial. Levée graduelle des sanctions.
Je vais m'arrêter ici parce que la Russie, sous sanctions, trouve incroyablement difficile de gagner de l'argent. Tout l'argent que le Kremlin gagne va à l'armée. Donc, si vous levez les sanctions, je le traduirai dans la langue occidentale. Nous donnerons à la Russie des centaines de milliards de dollars pour renforcer son armée afin qu'elle puisse nous envahir plus tard. C'est le premier point concernant la levée des sanctions. La Russie est revenue dans le G8, coopération économique durable entre les États-Unis et la Russie. Numéro 6, terrible. Échange de tous les prisonniers, y compris civils et enfants. La Russie a enlevé plus de 10 000 enfants des territoires ukrainiens occupés et elle les militarise dans des camps militaires partout en Russie. Donc à 18 ans, ils pourront les mobiliser. Pourquoi ne pas les avoir rendus en signe de bonne volonté ? Et en tout cas, il existe des listes de ces personnes qui ont été enlevées en maïkvé par les Russes. Les Russes peuvent simplement dire qu'ils ne sont pas prisonniers, mais en Russie, de leur plein gré, ce qui est faux. Ils ont été enlevés. Je suis désolé de ne croire à aucun de ces arguments des Russes, car ils n'ont tenu aucune de leurs promesses. Par le passé, j'aime le point concernant le rejet de l'idéologie nazie, comme indiqué dans le document. Je suppose que ce sont les Russes qui proposent cette paix. Mais c'est un tel miroir ici, on dirait qu'on parle d'eux. Le pays est dirigé par une forte idéologie fasciste et nazie. Et c'est une ironie tellement hypocrite d'inclure cela. Une élection va avoir lieu, 100 jours après la signature de l'accord. Eh bien, si d'une manière ou d'une autre, ou sous certaines conditions, cette guerre se termine, il y aura immédiatement des élections, parce que l'Ukraine est un pays démocratique, et Zelensky a dépassé la durée de son mandat à cause de la guerre. À la fin, il y aura des élections. L'accord est juridiquement contraignant, un peu comme l'accord des années 90 où l'Ukraine a remis des milliers d'ogives nucléaires pour être protégée par la Russie et les États-Unis en cas d'invasion. C'était juridiquement contraignant ? Je ne crois pas, ça ne l'était pas, une omission. Mené par un conseil de paix présidé par Donald Trump. Waouh, vraiment waouh. Monsieur Trump va s'assurer que ces Russes n'envahiront plus jamais, en cédant des terres ukrainiennes aux Russes et en divisant par deux l'armée ukrainienne. Vous voulez savoir comment empêcher à jamais une invasion russe, mes amis ? Vous augmentez la taille de votre armée, vous ne la réduisez pas et vous ne donnez pas de terres aux Russes, vous les prenez. Cette proposition de paix, qui est en fait un pacte Molotov-Ribbentrop 2.0, est morte-née. Elle était morte dès qu'elle a été divulguée par les Russes. D'ailleurs, le fait que les Russes l'aient divulguée a diminué la crédibilité des États-Unis. Un tel document doit rester secret s'il est divulgué, surtout s'il est important. Les Russes l'ont révélé exprès pour ridiculiser les États-Unis. Qui a produit ce document, nous le savons. Selon le Wall Street Journal, la dernière proposition de paix en 28 points, je ne peux pas l'appeler une proposition de paix visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Ce n'est pas un conflit, mais une guerre, c'est une invasion massive de la Russie. Elle a été élaborée par le secrétaire d'État, Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le gendre du président Trump, Jared Kushner. Waouh, nous étions vraiment un trio de rêve ici même. Et entre le confident de Poutine, Kirill Dmitriev, avec presque aucune contribution du gouvernement ou du président ukrainien. Cela a fuité il y a environ 2 jours, et aujourd'hui nous avons appris que l'administration présidentielle de Trump exerce une pression immense sur le gouvernement et le président ukrainien pour qu'ils signent cet accord de paix. Je dis ici et maintenant que les Ukrainiens ne le signeront jamais. Les Européens n'y consentiront jamais, et le peuple ukrainien ainsi que les soldats ukrainiens n'y consentiront jamais non plus. C'est un plan de capitulation, pas un plan de paix. C'est un plan pour livrer l'Ukraine aux Russes. Nous l'avons vu arriver à plusieurs reprises avec les Russes. C'était la première guerre de Tchétchénie qui s'est terminée par un traité de paix, et ensuite Poutine a envahi de nouveau. Au fait, qu'est-ce qui fait que les États-Unis ont l'air idiots ? Et ce lâchin a été fait délibérément par les Russes pour que ça paraisse ainsi. Witkoff a accidentellement divulgué la source du plan secret américano-russe en ligne. L'envoyé spécial de Trump semble avoir confondu des messages privés et a déclaré publiquement que des journalistes avaient reçu des informations sur la négociation secrète d'un homme nommé K. Donc le K, probablement Kirill Dmitriev, vous savez,
l'envoyé spécial de Poutine, comme Vychkov l'Est pour Trump. Ce plan a bien été divulgué, n'est-ce pas? Quelqu'un a tweeté à propos de ce plan sur X et Vychkov a répondu qu'il devait avoir eu ça de cas. Un membre de l'administration aussi haut placé, un envoyé spécial, qui tweete ça à propos d'un plan qui ne devrait pas exister et ne devrait pas être divulgué. C'est un fiasco de communication pour les États-Unis, et cela a été orchestré ainsi par les Russes. Et les Russes ont vraiment préparé leur dossier d'information pour cette opération. Parce qu'un jour après la fuite de cet accord, vous savez, c'est vraiment un gros fiasco de communication pour les États-Unis, n'est-ce pas? Ils diffusent de Poutine en uniforme disant ceci, et je vais vous lire les sous-titres. Nous allons. Strictement parlant, nous comprenons déjà ce qu'est la direction politique de l'Ukraine. Ce n'est plus une direction politique. Depuis mars de l'année dernière, un groupe d'individus, une bande criminelle, un groupe criminel organisé, mars de l'année dernière, a usurpé le pouvoir. Et sous prétexte de la nécessité de poursuivre la guerre avec la Russie, ils s'accrochent au pouvoir en Ukraine dans le but de s'enrichir personnellement. D'accord? Donc ils posent ce cadre de propagande pour ce récit, n'est-ce pas? Cela arrive juste après la fuite du document dont les Américains sont tenus responsables. C'est très grave. Au niveau de la communication, c'est tellement grave que la Russie contrôle ce récit et le dirige désormais. En diffusant cet extrait affirmant que les Ukrainiens n'ont aucune raison de gouverner leur propre terre, de se défendre contre une invasion russe, ils n'ont aucune raison de faire cela. C'est horrible et... Vous pouvez voir, j'ai tellement d'émotions à ce sujet. Et en même temps, les Russes l'ont mis dans leur fil d'actualité. Des informations selon lesquelles les Ukrainiens vont s'effondrer d'un moment à l'autre. Le front s'effondre, à tout moment. On lui a dit que Pokrovski est encerclé, que Kupiansk est contrôlé, ce qui n'est vrai dans aucun des cas, d'ailleurs. On lui a dit ça. Nous avons détruit toute l'infrastructure électrique ukrainienne. Ils vont capituler d'un moment à l'autre. Poussez ça maintenant, poussez Trump maintenant, blablabla. Alors, quelle était la vraie vérité? Je vais vous l'apporter. Boudanov, le chef du renseignement ukrainien, nous offre le vrai aperçu de la situation. Voilà ce qui se passe. Dans une autre interview, vous avez dit que la guerre russo-ukrainienne devait prendre fin. Donc oui, en parlant de cette soi-disant proposition de paix, entre guillemets, qui est censée mettre fin à cette guerre. Non, vous ne pouvez pas y mettre fin avec un stylo et du papier. Cette époque est révolue. On y met fin avec des armes. Maintenant. Il faut parvenir à un ensemble de facteurs pour un accord de paix. Un ensemble de facteurs doit être présent en Russie, en Ukraine et en Europe. Et sur le contour extérieur ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique. Sommes-nous maintenant plus proches de cette convergence ou nous en sommes-nous éloignés pendant cette période? Nous allons aborder cette question en hiver, laissez-moi le dire ainsi. Notre fenêtre rouvrira à la mi-février. Tous les événements auront lieu quelque part au début ou à la mi-février. Cela vient du chef du renseignement ukrainien. Il sait de quoi il parle. Je vais vous expliquer sa position car il ne le fait pas, mais j'en connais la raison. Le fait est que les Russes ont bombardé les infrastructures civiles, électriques, de chauffage et de gaz ukrainiennes. Chaque hiver, l'Ukraine a tenu bon. Maintenant, la direction russe a été signalée. Des informations disent que cet hiver, nous allons les briser. Le front s'effondre. Nous avons pris Pokrovsk et Kupiansk, ce qui est faux dans les deux cas. Les infrastructures électriques ukrainiennes s'effondrent. L'hiver arrive, il va faire plus froid. Si nous continuons à les frapper, c'est là que nous gagnerons la guerre. Mais aussi, le budget de l'État russe s'effondre. Leurs capacités d'exportation de gaz et de pétrole sont constamment frappées par les Ukrainiens. Les Russes sont sous pression et vendent de l'or pour combler le budget. Le point, c'est que la Russie a aussi besoin d'une pause, comme l'Ukraine. Mais ils ont cette information selon laquelle cet hiver, les Ukrainiens vont craquer. Donc tout se résume à ceci, ce dont parle Boudanov. Si l'Ukraine tient jusqu'à la mi-février, lorsque la saison froide commencera à se terminer, la Russie perdra la capacité de manipuler avec le froid et de détruire les infrastructures de chauffage et électrique. Et ils perdront cette arme. Si cela se termine, il faudra attendre l'hiver prochain pour que cette période revienne.
Il n'y a plus de force. Alors ils comprennent, d'accord, il faut mettre fin à cette guerre. Nous ne pouvons pas continuer. Vous savez, les Ukrainiens ont tenu pendant 4 hivers. Nous ne pouvons pas les anéantir. Donc oui, c'est de cela que parle Boudanov. Les 3 mois les plus difficiles pour les Ukrainiens commencent maintenant, décembre, janvier, février. Après avoir survécu, une convergence des réalités se produira dans différents pays, notamment en Russie et en Ukraine, pour vraiment parler de mettre fin à cette guerre. Mais pas maintenant, certainement pas maintenant. Je vous tiendrai au courant à ce sujet. Pacte Molotov-Ribbentrop dans la prochaine vidéo et lundi. Mais maintenant, j'ai quelques vidéos du front russe, des soldats russes qui se filment eux-mêmes, que je veux regarder avec vous. Je vous présente, mes amis, le commandant du 218e régiment de chars. Et ça, je veux dire, nous avons des sous-titres grâce à la guerre, traduits. Voilà ce qu'il promet de faire à ses propres soldats. Si vous n'obéissez pas aux ordres, si vous abandonnez vos tâches, je le jure sur la vie de ma mère et de mes enfants. Je vous tirerai personnellement dessus, je signalerai toute personne disparue, et ensuite je tirerai sur tout le monde. Je m'en fiche. Qui est au-dessus de toi? Vous tous, tout votre groupe, bande de salauds, sauf cet homme ici. Voilà. Je vous le dis, prouvez que vous êtes des hommes. Vous voyez les menaces ici. Je vais signaler que vous avez disparu. Ce n'est pas une menace contre un homme, mais contre sa famille. Vous tirez sur lui. Mais si vous le déclarez disparu dans l'armée russe, cela touche sa famille, peu importe qui. Ils ne recevront aucune prime du ministère russe de la Défense. S'il disparaît, on ne sait pas s'il est mort. Nous ne pouvons pas verser les primes. Et elles sont énormes, énormes. On parle de dizaines de milliers de dollars américains en Russie. Donc s'ils disparaissent, cela prive complètement la famille de cet homme de tout l'argent. Et les hommes sont juste ici. Donc c'est une menace contre la famille. Cela tuera l'homme et privera la famille de son argent. C'est une menace grave. Maintenant, mes amis, je vais vous présenter un autre commandant d'une autre unité. Le commandant du 247e régiment de cosaques caucasiens de la garde d'assaut aérien. L'assaut aérien montre qu'il ne s'agit pas de simples troupes de chair à canon. Ils ont le meilleur équipement, ils ont le meilleur entraînement, ils ne sont pas envoyés en première ligne sans une véritable nécessité d'y être. Et dans ce régiment, on voit encore des comportements comme celui-ci. Vérifie-le pour que tout le monde puisse voir et tu l'enverras. Je vais te dire où est le F. Quoi? Tourne ce F dans ce sens. Toi, tu tournes toujours dans ce sens. Tous ces gars ont été dépouillés. On est en novembre. Où que tu sois en Ukraine occupée, il fait déjà très froid la nuit, en dessous de 0. Si tu es comme ça, tu vas attraper une hypothermie extrêmement vite. Ils vont être jetés dans la fosse, en quelques heures. Ces gars-là sont en hypothermie, morts. C'est quoi ce bazar animal de l'UFN? Tout le monde, reculez, tous, bordel. Je vais m'en occuper pour vous. Au fait, ce sont des troupes d'assaut aéroportées. Ce sont des troupes similaires à celles qui ont été envoyées pour prendre l'aéroport de Kostomel. Elles étaient censées permettre la première vague d'attaque. L'élite, vous savez, elles ouvraient la voie pour tous les autres. Comme les Rangers, ils ouvrent la voie, mais ce sont les Rangers russes qui envoieront leurs hommes à l'abattoir. Les enfoirés de l'UFN, les salauds du Front National, et les gars, bon sang. Dépêchez-vous de foutre le camp dans la fosse, courez et baisez-vous les uns les autres. Cheval de l'UFN court, sale grosse. Bon sang, je n'y arrive pas. C'est trop. Mes amis, je vous ai fait un aperçu de toutes les punitions dans l'armée russe. C'est un aperçu très rapide de ce que les officiers russes contre cette été préfèrent du Mun utiliser comme méthode de punition. Il y a 5 catégories, toutes listées pour vous. Le lien est en description ci-dessous. Nous avons des fosses, la tâche aux arbres avec du ruban adhésif. Tout est illustré. Allez voir par vous-même. Je n'en parlerai plus ici pour ne pas rallonger la vidéo. Je poursuis avec des vidéos de l'armée russe. On y voit des soldats russes s'entraîner à abattre des drones first-person view avec des bâtons. Avec des bâtons, je veux dire, on voit souvent des vidéos où les drones first-person view plongent et ils jettent dans leur kalachnikov, puis prennent des bâtons. Je veux dire, ça se termine toujours de la même façon. Dans celle-ci, oui, ils frappent le drone first-person view, c'est une vidéo d'entraînement, mais des pilotes ukrainiens. Si tu frappes un drone first-person view avec un bâton à 2 mètres de toi, il va exploser et t'emporter avec lui.
Je ne comprends pas pourquoi on s'entraîne à ça. Ça n'aidera absolument pas le soldat. Il explosera simplement un peu plus loin de toi et t'emportera quand même à chaque fois. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est First Person View en ont. Regarde, ces explosifs en ont des éclats à l'intérieur qui... C'est une tactique inutile, mais ils enseignent ça. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais je dois juste te le partager. C'est la 2e armée d'Ukraine, la qualité le montre. Cette prochaine vidéo vient du canal Telegram russe d'Eva Mayora, de Major, et elle montre un drone russe avec un incendie vêtements. Cependant, peu importe comment vous appelez cela, c'est conçu pour déclencher des incendies dans les positions ukrainiennes ou dans ces maisons. Mais bon, pourquoi ne pas simplement utiliser des explosifs ou des explosifs incendiaires sur le drone? Pourquoi utilise-t-on ici le tuyau et la chaussette en feu? Tu pourrais simplement utiliser un explosif avec un élément incendiaire. Mais ça, c'est une façon russe de résoudre les problèmes. Brûlons-les sans explosif, juste avec un tuyau et une chaussette enflammée. Je suppose, oui, il faut innover, mec. C'est comme ça. Mes amis, le 19 novembre, la ville de Ternopil, à l'ouest de l'Ukraine, a été attaquée par des missiles russes. Ces missiles ont touché 2 immeubles résidentiels et un entrepôt industriel. Dans ces 2 immeubles, plus de 25 Ukrainiens ont été tués. C'est l'une des attaques terroristes russes les plus meurtrières contre des civils ukrainiens. Voici ce qu'il reste de l'immeuble. Et le pire, c'est que ça me déchire de savoir qu'une grande partie des victimes étaient eux des enfants, des tout petits, même des bébés. Je veux dire, regardez, il y a encore des gens, en ce moment, coincés sous ces décombres. C'était une attaque extrêmement horrible, et d'habitude je ne parle pas de ces attaques, mais je ne peux pas ne pas en parler. C'est difficile d'ajouter quoi que ce soit à cela. C'est un mal pur venu de l'enfer, et cela ne devrait pas exister. Cette attaque, ces personnes qui ont commandité cette attaque, l'officier qui a donné les coordonnées, ne devrait pas exister. C'est une attaque non contre l'armée, mais contre des civils, en particulier des enfants. Regardez, ce sont les photos de... Et je vous demande de regarder l'écran maintenant. Ce sont les photos des enfants qui ont été tués par ce missile qui a été coordonné. Ce n'était pas une erreur. Il a été coordonné sur un immeuble d'habitation où se trouvaient ces enfants. Ils sont tous partis maintenant. Vitali Dalignac et son fils David ont été tués aujourd'hui par des missiles russes dans la ville de Ternopil. Il était bénévole et fondateur d'une entreprise locale. Sa femme essaie maintenant en soins intensifs et leurs 2 jeunes filles, ces 3 sont à l'hôpital. Voici Vitali et son fils David, aujourd'hui décédés. Voici son épouse, et les 2 filles aimées sont à l'hôpital en soins intensifs. Et je vous demande de regarder l'écran, de voir leur visage, d'être témoin de ce crime de guerre que commettent les Russes. Repensez aussi au pacte Molotov-Ribbentrop. Je parle du début de cette vidéo qui consiste essentiellement à vendre le peuple ukrainien en esclavage à la Russie, à leur enlever leur liberté. Ce pacte n'est pas un plan de paix, mais de capitulation. Et la Russie tue des civils ukrainiens. Un plan prévoit désormais de donner à la Russie tout contrôle sur ces familles ukrainiennes. Si vous ignorez de quoi je parle, si vous croyez que je bavarde, lorsque la Russie prend le contrôle d'une région d'un pays, elle a des listes. Ils suivent toujours le même plan. Ils éliminent tous ceux qu'ils n'aiment pas, qu'ils considèrent comme une menace. En gros, les personnes qui pensent par elles-mêmes, qui font partie de la société civile, qui sont actives, qui maintiennent, vous savez, les Estoniens ou les Lettons, les Lituaniens, mais s'ils préservent la culture, ils vont les éliminer. Donc c'est une famille qui préserve les valeurs des Ukrainiens, qui parlent ukrainien. Ils ont 3 enfants. Ils constituent une menace pour le régime russe. Donc si les Russes pensaient prenant le contrôle de cette région, ils les élimineraient. Ils le font déjà avec des missiles, mais ensuite ils le feraient avec des soldats. Donc oui, c'est comme ça que c'est lié. 3 enfants sont toujours portés disparus. Les chances qu'ils soient de retrouver vivants sont très faibles. Même les proches savent que beaucoup ont aussi été blessés. Malheureusement, les Russes continuent de tuer des enfants parce qu'ils s'en sortent toujours impunis, et ils s'en sortent tant que nous les laissons faire. Jusqu'à discussion et communication avec les Russes.
À ce stade, on ne leur parle pas, on leur botte les fesses, puis on leur parle. Leur parler en ce moment leur donne de la crédibilité, leur permet de vous manipuler parce que c'est ce qu'ils font. Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans ce plan de paix, ce plan de capitulation. Je veux aussi voir cette vidéo depuis une des maisons détruites. Ce sont des couvertures d'enfants. Toute cette zone est brûlée. Ce sont des photos, c'est la vie de quelqu'un, toute une famille. Je sais que beaucoup d'entre vous ont 40, 50, 60 ou 70 ans. Vous avez des enfants, peut-être aussi des petits-enfants. Et si un missile russe emportait tous vos petits-enfants? Là, tout de suite, dans ce cas, comment vous sentiriez-vous? Qu'auriez-vous envie de faire? Si cela arrivait, disons, en Allemagne de l'Ouest, au Royaume-Uni, en Amérique, un missile russe tombe sur un appartement et vous recevez un appel vous annonçant que vous avez perdu 3 de vos petits-enfants. Je sais que c'est une pensée très désagréable, mais je n'ai pas le luxe de ne pas y penser ici en Estonie. C'est pareil pour tous les pays qui ont déjà eu une frontière avec la Russie, parce que c'est comme ça de vivre à côté de la Russie. C'est pourquoi nous savons quoi faire avec eux. C'est si difficile à expliquer aux Européens de l'Ouest ou parfois aux Américains. Ceci est un drone ukrainien sur lequel il est écrit « Ternopil brûle en enfer ». Je maintiens ces paroles jusqu'à la fin de mes jours. Je sais que je ne peux pas m'arrêter. Catastrophe de Ternopil, attentat terroriste. Alors je dois t'emmener, toi et moi, en Russie, où nous devons regarder quelque chose brûler pour retrouver un peu d'espoir en l'humanité. Tu sais, quand tu vois quelque chose brûler en Russie, au moins mon espoir en l'humanité revient. Et dans ce cas, c'était des saboteurs, ou toi, ou des partisans russes. Peu importe qui ils sont, ils n'aiment pas ce que fait le Kremlin. Donc à Perm, une ville russe appelée Perm, ils ont fait exploser tout un train de pétrole, un train de carburant. Regardons la vidéo, ce magnifique feu en Russie, brûlé en enfer s'il vous plaît, ne vous éteignez jamais. Des flammes éternelles en Russie, c'est ce que je veux voir. Ces flammes étant visibles de loin, les gens les filmant partout. Une jolie flamme au milieu de la nuit. Voici les conséquences. J'ai détruit ce qui ressemble à 7 trains-citernes, des wagons de carburant. Ils ont brûlé à vide, c'est ce que je veux voir, c'est magnifique. Ça me remplit le cœur d'une foi retrouvée en l'humanité. Et ce n'est pas suffisant. Allons maintenant à Omsk, une ville de Sibérie en Russie où un gazoduc a explosé. Encore une fois, il faut regarder ça pour vendredi parce que toi et moi, après cette catastrophe de Ternopil, on doit aller s'ouvrir une petite bière fraîche avec les amis et se souvenir de ces gamins. Et j'en ai besoin. Explosion de flammes ouverte en Russie. Un gazoduc prend feu dans la ville d'Omsk parce que les Russes n'entretiennent pas leur gazoduc, alors il explose, de temps en temps. Parfois, ils craignent ces fontaines brunes, qui gèlent et nous donnent des stalactites de glace. C'est aussi un joli spectacle, mais je ne dirais même pas non à cette boule de feu. C'est toujours agréable de la voir brûler. Dernière vidéo. Profitez-en, mes amis, un champignon atomique. C'était juste un instant. Oh, d'accord. Tu sais, ça m'a même fait sourire. Je termine avec cette vidéo, c'est exactement ce qu'il me faut pour le week-end. Brûle en enfer. Merci d'avoir regardé, mes amis. Je reviendrai pour vous lundi, mercredi et vendredi. De plus, la vidéo sur les punitions dans l'armée russe se trouve dans la description ci-dessous. J'ai mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo, alors allez la regarder. Je pense que peu d'entre vous l'ont déjà vue. Vous êtes avec moi depuis presque 4 ans maintenant. Nous avons vu qu'unis, nous pouvons faire une différence dans cette guerre, nous pouvons aider les Ukrainiens. Et vous les avez aidés. Vous avez fait des dons, pas une fois, ni 2 fois, mais 8 fois. 8 fois. J'ai voyagé en Ukraine pour remettre les dizaines de camions et les centaines de drones que vous avez achetés pour les unités ukrainiennes. Ces camions et ces drones ont directement sauvé la vie de soldats ukrainiens. Des soldats qui ont pu vivre un jour de plus, se battre un jour de plus pour leur foyer et leur famille.
Ici sur YouTube, je n'ai pas pu vous raconter toute l'histoire, la vérité sur ce qui s'est passé pendant que j'étais en Ukraine. Nous avons souvent été visés par des attaques de drones et de missiles russes. D'innombrables fois, j'ai ressenti la peur de la mort. Et d'innombrables fois, je me suis promis que je ne m'arrêterais pas par peur. Ma femme m'a accompagné lors de ma dernière mission en Ukraine. Nous avons passé notre lune de miel en Ukraine en zone de guerre, la meilleure qu'on puisse espérer. Ici, vous pouvez la voir tirer avec le groupe Alpha du service de protection de l'Ukraine, les meilleures forces spéciales que l'Ukraine puisse offrir. Tout cela est écrit pour vous dans mon livre, 8 missions en Ukraine. Je vous demande de le lire, d'être témoin de tout ce dont j'ai été témoin, de partager ces expériences. Parce que c'est notre histoire sommes à travers cette guerre et elle est étroitement liée à celle du peuple ukrainien. Accédez à 8 missions en Ukraine via le lien ci-dessous. Procurez-le vous pour vous-même, procurez-le pour quelqu'un qui se soucie du combat du peuple ukrainien pour la liberté. Unis, mes amis, nous gagnerons. Gloire à l'Ukraine.